Plusieurs questions auxquelles nous répondons ce matin, mesdames et messieurs. Déjà, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Savons-nous pourquoi nous faisons des enfants? Le faisons-nous par mimétisme ou simplement parce que on est obligé d'en faire? Parce que quand on est en couple, on doit systématiquement faire des enfants. Avoir des enfants, ça sert à quoi concrètement? Quel est l'intérêt de l'enfant? La valeur? Ce sont ces questions auxquelles nous répondons sur la commune ce matin. Pour en parler, des sachants, je vous présente déjà Maurice Okri Asogba, sociologue des sociétés et des cultures, qui est à ma droite. Monsieur Asogba, bonjour. Bonjour madame. Ça fait un bail, hein? Ah oui, ça fait vraiment très longtemps, mais bon, je suis heureux d'être là aujourd'hui. Le plaisir, il est partagé. À ma gauche et en face de vous, André Ali Honou, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Comment vous allez, vous? Ça va bien, action de grâce. Bonne arrivée. Merci. Monsieur Asogba, vous êtes sociologue des sociétés et des cultures. Comme j'ai mal dit, vous comprenez nos sociétés, nos cultures. Ça sert à quoi d'avoir des enfants? C'est une bonne question. C'est vrai que quand j'ai vu le sujet, j'ai rapidement accepté de venir en parler, de venir discuter sur ce plateau, tout simplement parce que c'est un sujet tellement d'actualité qu'il faille quand même en parler. Ça sert à quoi d'avoir des enfants? Ça sert à beaucoup de choses. Hein. D'abord, ça sert aussi à la personne qui en a à se lever dans la société, à devenir maintenant une vraie personne. Quand je dis une vraie personne, complètement intégrée, complètement responsable de beaucoup de choses. Ensuite, ça sert aussi à reproduire cette société-là, d'une manière ou d'une autre. Ça sert aussi à reproduire l'espèce humaine. Ça sert aussi à se projeter dans l'avenir. Voilà. C'est un peu tout ceci que sert l'enfant, avoir un enfant. Voilà. André Alifono, avoir un enfant, ça sert à quoi pour vous? Je pensais que la question était juste pour les sociologues. Ben non. Ok. Non, je pense que il l'a déjà dit, hein, c'est d'abord pour des questions utilitaires de la vie, mais il faut dire que c'est l'aboutissement. En plus, hein, si on peut le dire comme ça, c'est l'aboutissement de certaines dimensions qu'on peut dire dimensions principales, dimensions essentielles de l'existence d'un homme. Entre autres, ça va être avoir un enfant ou avoir des enfants, c'est répondre déjà, se rassurer ou assurer une certaine sérénité sur le plan spirituel, sur le plan, j'ai envie de dire, psychosocial, mais aussi sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan, j'ai déjà dit social, mais sur le plan physiologique et biologique. Montrer un peu son équilibre, sa capacité, pour ne pas dire son appartenance de façon pleine à un monde, à un environnement dans lequel on se sent vraiment bien. Parce que avoir un enfant, c'est comme si la nature répondait favorablement à toutes vos préoccupations, si je peux dire ça comme ça. Oui, parce que avoir... J'essaie de comprendre cette partie-là. Oui, on va aller peut-être en profondeur, on comprendra. C'est que avoir un enfant aujourd'hui, c'est... Bon, pas aujourd'hui seulement, depuis les cieux, c'est que la nature répond favorablement à toutes vos préoccupations, à tous vos questionnements, à vos doutes. Les dieux sont alignés avec vous. J'ai envie de dire les dieux, autant des finances. Et puis, quand vous avez un enfant, ce n'est plus vous seul qui l'éduquez. Donc, vous vous sentez vraiment appartenir à un ensemble de communautés, à votre communauté, à votre, à votre famille et tout le reste. Et là, maintenant, vous êtes pleinement dans le rôle de reproduction, parce que vous allez perpétuer ce que les anciens, pour ne pas dire vos aînés, ont fait. Vous reprenez le flambeau. On vous transmet le flambeau de la reproduction de la vie. Donc, il est vrai justement que dans la Bible, dans les livres saints, il est dit que allez reproduisez-vous. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est toujours, je vais dire, une envie spontanée, n'est-ce pas parce qu'on le voit faire qu'on doit le faire, Monsieur Asogba? Est-ce qu'il n'y a pas ce poids qui nous oblige parce qu'on a dit qu'on doit le faire?
Il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Vous savez, la plupart du temps, faire un enfant sous nos tropiques n'est pas forcément quelque chose de pensé, d'anticiper. C'est pas quelque chose que l'on prépare forcément. On se met dans la danse, on dit, ben oui, on est en couple, il faudrait qu'on ait un enfant justement pour perpétuer. Dès que vous vous mettez ensemble, voilà, il les faudrait regards que vous attendent. justement, les regards de la communauté nous oppressent, nous pressent même, disons, pour faire un enfant, tout simplement dans le but de perpétuer une certaine tradition ou de perpétuer une lignée. Justement, voilà pourquoi aussi l'enfant est le ciment souvent d'un couple. Sans enfant, certains couples n'arrivent pas à tenir longtemps sur la durée, tout simplement parce qu'il n'y a pas il n'y a pas ce lendemain-là, souvent un peu paisible pour ce couple. Du coup, la question que vous avez posée, il y a plusieurs cas de figure. Mais il y a d'autres personnes aussi qui disent non, il n'y a pas une obligation véritablement pour faire un enfant. Du coup, ces couples-là vont peut-être plus prendre de temps pour planifier, etc., la venue d'un enfant. Mais la plupart du temps, pour la grande masse que nous constituons, c'est beaucoup plus une obligation vis-à-vis de la communauté. L'enfant est devenu ici maintenant une obligation vis-à-vis de la communauté. Vous verrez souvent dans des couples, surtout des nouveaux couples formés, la pression extérieure, que ce soit des belles familles, des familles respectives, mais pourquoi depuis là vous ne faites pas enfant, quel problème il y a, etc., etc. Du coup, l'enfant ici devient le symbole que tout va bien. Voilà, que tout va bien dans la famille, voilà, tout va bien. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan biologique, tout est correct, tout va bien. On n'a pas fait un mauvais choix. Bon, notre fils n'a pas fait un mauvais choix, notre fille n'a pas fait aussi un mauvais choix. Du coup, tout va bien. L'enfant, dès qu'il vient, tout va bien. Même si tout ne va pas bien, tout va bien. Il célèbre l'adage fond qui dit vieux tout. Bon, ça, c'est quand il parle de ciment. Oui, le ciment du couple. Oui, quand c'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui arrivent, tu regarderas l'enfant et tu vas t'assagir. Que on te dise que, bon, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, on dit c'est le pire des hommes sur terre. Si vous aviez un enfant entre vous, on te dira de le regarder autrement. Oui, c'est vrai que, si vous permettez, c'est vrai que l'enfant change quand même le regard de son géniteur ou de sa génitrice. L'enfant rend le géniteur beaucoup plus compréhensif à l'égard de certains faits de société, à l'égard de certains faits de la nature. Ça, c'est vrai pour enchérir sur ce que M. André a dit. Alors, ces questions au préalable ont été posées afin qu'on puisse maintenant parler de la valeur de cet être que nous appelons à venir dans ce monde. Pour vous, que veut un enfant, André Alejono? Pour un enfant. Oui. Déjà, Simon, vous l'avez déjà dit, qu'il consolide. Permettez-moi, avant même de venir sur le que vaut un enfant, de revenir un peu sur la question de Maurice, c'est ça bien. Oui. Pour dire, c'est vrai que avoir un enfant dans un couple, c'est beaucoup plus un regard favorable à l'égard du couple, mais tout le monde, je ne veux pas parler de couple, parce que là, on va peut-être encore rentrer dans comment on forme les couples, mais tout le monde n'est pas appelé à avoir un enfant. Et ça, il faut qu'on se le dise. On n'est pas tous, on n'est pas obligé d'avoir un enfant. Et tout le monde, la nature ne nous donne pas le droit, pour ne pas dire la possibilité d'avoir un enfant. Et je m'en vais prendre pour exemple le premier des hommes et le premier des dieux, Jésus. Il n'en a pas eu. Si c'était si important qu'en tant que pleinement homme, il fallait qu'il ait un enfant pour être reconnu, il aurait eu. Pour dire quoi? Selon ta mission sur terre, selon ta vocation, selon tes orientations, alors tu pourras voir s'il est nécessaire ou pas. C'est pour nuancer un peu la perception communautaire, publique, pour ne pas dire populaire, qui veut que quand tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans, que tu as un emploi, il faut forcément que tu te maries et que tu fasses des enfants. Peu importe tes orientations, tout ce que tu... Et tant que tu as un emploi,
tu n'as pas d'enfant, tu deviens un peu comme celui qu'il faut harceler dans la famille, celui qui ne veut pas faire reproduire la famille, etc., etc., etc. Alors je m'avais prendre cet exemple-là pour dire, pas seulement lui, on me dira par exemple, Jésus, bon, lui, on sait que c'est un cas exceptionnel, etc. Bon, Jésus ne s'est pas marié non plus, hein, il n'a pas, enfin, voilà. pour ce qu'on Il n'est pas resté en couple. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, on va pas aller chercher des questions de couple d'abord, on va mettre ça à part. Parce que pour aller en couple, il faut être individuel. Il faut avoir une mission, il faut avoir une vision. Et si vous avez une vision de couple, si vous allez en couple par défaut, alors vous allez errer dans le couple et sans savoir réellement comment orienter le couple. Mais je m'en vais prendre, Jésus, d'accord, lui, Dieu, mais je m'en vais prendre d'autres hommes. Et il y en a plein. Celui que moi j'admire le plus, paix à son âme, Jean-Paul II, il a eu plusieurs occasions de devenir père, mais il a refusé, il a pris sa vocation et il a pris à bras le corps jusqu'à la fin. On a connu des évêques, des cardinaux qui, à la fin, se sont dit, bon, non, c'est pas là, je me marie et puis je rentre en couple, je fais des enfants. Un célèbre homme politique ou femme politique, Angela Merkel, pour ne citer que celle-là. Qui n'en a pas. Voilà, donc, c'est pas, merci pour l'exemple, parce qu'on me dira, eux, ils ont choisi une vocation plus, mais voilà une dame, en plus, c'est une dame qui est très connue, et qui est très brillante dans ce qu'elle fait, mais c'est sa vocation, c'est son choix. Et ça, je pense qu'il faudrait que désormais notre regard puisse voir un peu plus dans la logique comme ça, qu'on n'impose pas cette vision obligatoire à tout le monde. On ne peut pas l'avoir. Oui. Ceci étant la valeur d'un enfant. Oui. La valeur de l'enfant, je dirais tout simplement que ça dépend d'abord des géniteurs. Je ne vais pas prendre les droits pour dire c'est voilà, l'enfant d'abord c'est un ayant droit, mais la valeur que vous accordez, parce que c'est vous qui allez donner de la valeur à votre produit. L'enfant c'est votre produit, qu'on le veuille ou non, c'est votre produit, c'est votre projet, c'est vous qui l'avez fait venir. Donc combien vous vendez ce produit là? L'autre a dit de l'autre côté, si tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit. Donc si vous vendez, vous pensez que votre enfant ne vaut rien, vous ne lui donnez aucune valeur, ne serez pas surpris que demain, il n'ait aucune valeur dans la société. Lorsque nous sommes dans une vision peut-être individualiste, effectivement, ce que le monsieur a dit, c'est très juste. Mais lorsque nous sommes dans une vision communautaire de la vie, de la société, nous nous rendons compte que l'enfant n'est pas seulement que l'émanation d'un couple, de deux individus, mais l'enfant, ici, porte l'émanation de toute une communauté. Vous verrez dans les temps anciens ou bien dans certains endroits, l'éducation d'un enfant ne se fait pas forcément que par le couple, mais par toute une communauté qui est autour. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore tout petit, lorsque je fais une bêtise, avant même que mes parents n'interviennent, peut-être c'est la voisine, quelqu'un du quartier qui me passe un bon savon, et puis bon, ça marche. Lorsque les parents viennent, les parents même disent « merci beaucoup d'avoir corrigé mon enfant ». Donc, pour dire que l'enfant aussi, c'est la valeur de l'enfant, elle est hautement symbolique, elle est hautement sociale, hautement culturelle, hautement communautaire, en ce sens que c'est dans nos sociétés plus ou moins maintenant modernisées ou urbanisées. Merci de révéler alors. Dans nos sociétés urbanisées, modernisées, effectivement, nous avons tendance à beaucoup plus individualiser l'enfant ou le couple, etc., etc. Mais il y a quand même ce regard communautaire que nous portons aux enfants. Je donne un bel exemple. Lorsque vous êtes, par exemple, dans une habitation et puis il y a beaucoup de locataires avec vous, mais vous avez quand même un droit, vous avez quand même un regard, même sur l'enfant des autres. Lorsqu'il fait une bêtise, par exemple, vous pouvez dire non, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Non, ça voudrait dire aussi que même cet enfant qui est là de l'autre côté, qui n'est pas forcément biologiquement lié à vous, il est culturellement, il est communautairement lié à vous. Vous ne verrez jamais cet enfant-là quelque part dans une difficulté à l'absence de ses parents et puis laisser l'enfant. Donc, du coup, l'enfant, la valeur de l'enfant, elle est sûrement intrinsèque, elle va au-delà même souvent des individus, elle porte le poids d'une communauté. Et dans cette communauté, enfin, sous notre tropical, sous notre tropical, on entend dire que l'enfant est souvent une richesse. Ce n'est pas une richesse physique. Le physique vient plus tard. C'est une richesse physique en ce sens aussi que ça porte l'espoir. L'enfant apporte l'espoir que demain sera meilleur. Parce que la richesse dont nous parlons ici, c'est l'homme qui peut acquérir cette richesse. Et en tout être humain, en toute personne, il y a cette potentialité d'acquérir cette richesse-là. Donc on dit l'enfant
par peut-être exagération, c'est une richesse. Effectivement, c'est une richesse. Tout simplement parce que c'est cet enfant-là qui sera capable, peut-être demain, d'acquérir, d'emmagasiner assez de richesses et puis afin de distribuer peut-être à toute la communauté. Oui, André. Oui. Merci. Et je vais profiter en même temps pour chuter sur ma question, sur ta question. C'était, merci Maurice d'avoir vu de l'autre côté le plan communautaire, sur le plan communautaire, la valeur, parce que je mettais l'accent sur la valeur individuelle de l'enfant liée directement aux parents, parce que aujourd'hui, on le sait, l'éducation est prise en otage. L'éducation de l'enfant, même si vous êtes dans une conception plus ou moins commune, tes interventions sur l'enfant d'autrui vont être très cadrées, et ça dépendra de l'affinité avec le parent. Ça dépendra, j'ai envie de dire, de l'ouverture, de l'esprit, de l'état d'esprit des parents. Quand tu les vois, tu vois comment ils comprennent, comment tu peux intervenir. Sauf si l'enfant, sa vie est en danger. Là, spontanément, tu fais ce qu'il faut pour sortir. Quoique, on dise, l'enfant reste. Mais mon enfant va être un espoir meilleur pour moi si je lui imprime de meilleures valeurs. Plus mon enfant a ce que j'appelle une bonne éducation, plus il va être pour moi une richesse, autant physique, autant morale, spirituelle, tout ce qu'on veut, plus tard. Mais tout part de qu'est-ce que je mets en lui. Parce que l'enfant, déjà, sa valeur à 50% est déterminée par le patrimoine génétique, j'ai envie de dire même biologique, que vous lui transmettez. Mais là, n'est-ce pas, quand il vient dans le monde, quand il vient bien dans avant qu'il vienne, on a toute une perception autour, toute une... Ça dépend. Ah, d'accord. Ça dépend. Si, excuse-moi, de plus en plus on a des jeunes aujourd'hui, l'enfant va amener sa richesse. Bon, ça on le sait. Bon. Et il est sans emploi, il est au chômage. Il y a beaucoup de personnes qui le disent. Hein, et oui, je pense que voilà, sous nos cieux, c'est beaucoup ça. Surtout quand tu as un emploi, tu as un certain âge et que tu dis, ben, je ne suis pas encore stable dans mon emploi. Quand je regarde les charges, je ne peux pas, on te dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Fiona, peut-être etc. Pour ceux qui ne comprennent pas fond, c'est littéralement pour dire l'enfant vient avec ce qu'il mangera. Oui, littéralement. C'est une idée partagée pratiquement dans tous les pays africains. Hein. Moi qui étais en Côte d'Ivoire, par exemple, quand vous êtes là-bas, on vous dit, mais non, hein, ne t'inquiète pas, ce que l'enfant va manger, il viendra avec. Donc, n'aie pas peur de faire enfant. Bon, parce qu'on compte sur l'étoile de l'enfant. Mais, tu vois, c'est logique parce que on reste toujours dans une vision communautaire. Sur certains plans, l'Africain subsaharien refuse d'adopter la vision occidentale de la famille, de la communauté. Et il reste accroché là, ça se transmet, on voit que l'enfant ne t'appartient pas à toi seul. Dès qu'il viendra, on sera ensemble. En fait, c'est cette solidarité-là qu'on te transmet quand il viendra, il ne manquera pas de quoi manger. Parce que tu es dans une communauté. C'est cette solidarité-là qu'on transmet et qu'on laisse paraître. Mais on oublie que on est fortement colonisé par les perceptions occidentales qui veulent que si tu viens, prends tes responsabilités. Quand tu poses un acte, prends tes responsabilités. Et de plus en plus, il y a le capitalisme qui cultive et enracine en nous cette position d'individualisme qui fait que est-ce que j'ai fini de régler mes problèmes pour aller régler les problèmes de Maurice, même si on est même père, même mère. Il faut que je finisse pour moi d'abord, même si c'est mon père, est-ce que j'ai fini de régler mes problèmes avant de penser à si il a, voilà, on est frères, j'ai 2 enfants, et puis j'essaie plus ou moins de m'en sortir. Et Maurice voit que, bon, voilà, mon frère là, il s'en sort, mais lui, il en a 11. Tu vois, ça limite déjà l'aide que je dois lui apporter. Parce que je me dis, mais il a quand même un niveau pour comprendre que 11 enfants,
il n'a pas la charge, il n'a pas la possibilité. Mais dans l'Afrique d'hier, il est plus riche que moi. Oui, Et la communauté voudrait que ses enfants, c'est 11 plus les miens, ça fait 13. J'ai 13 enfants dont je dois m'occuper. Là, c'est quand on a des terres à faire valoir. Mais ici, là, la terre est remplacée par ton salaire. La terre à faire valoir. La terre aujourd'hui est remplacée par ton salaire. Plus tu fais rentrer beaucoup, plus tu as des terres à faire valoir. Et donc, tu dois t'occuper naturellement de la famille, de tout le reste. Donc, oui, sur un certain plan comme ça, on voit l'enfant comme une richesse, comme un lendemain meilleur. Un lendemain meilleur. Mais si on veut aller sur le plan psycho-purement éducationnel, pour ne pas dire psycho-social, l'enfant, sa valeur se définit par l'éducation, la valeur de l'éducation qu'on lui donne. Quel type d'homme on fait? Quelle identité on crée en lui? Tu veux qu'il soit riche? Crée alors un enfant riche, un combattant, un travailleur, un enfant consciencieux. Commence déjà par lui donner les béabas. Et ça veut dire, toi-même, tu sers de modèle et d'exemple. Donc, ça amène le parent. Quand tu revisites un peu ou fais le plan de l'éducation d'un enfant, bon, je ne veux pas dire de gros mots, mais à savoir aller, on se comprend. Oui, Vous voulez rajouter quelque oui, je voulais rajouter que les modes de production ont changé. Les modes de richesse, disons, ont changé. Avant, ces modes de production, ces modes de richesse, c'était beaucoup plus la terre, la culture, les plantations, etc., etc. Du coup, plus on a de la main-d'œuvre potentielle, oui, plus on a d'enfants, plus on a de la main-d'œuvre potentielle. Absolument. Effectivement, plus on devient riche. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Et c'est comme ça, en ce moment, on a dans une vision purement familiale, purement communautaire d'une société. Du coup, la famille est puissante. Plus on a d'enfants, plus on a de soldats, Merci et beaucoup. plus on peut envahir d'autres terres. Exact. Voilà. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais plus on a d'hommes, plus on a de ressources humaines, etc., etc. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent que la vraie ressource d'un pays, ce sont ses enfants. Sa population. Sa population, ses enfants, oui. Du coup, avoir beaucoup d'enfants est considéré, dans les temps anciens, bien sûr, et un peu maintenant, est considéré comme une des potentialités, mais des potentiels en termes de richesse, en termes de puissance. Ben, aucun pays aujourd'hui ne va se hasarder, par exemple, à attaquer la Chine, hein, ni l'Inde. Ni l'Inde. Par exemple. Bon, ça, c'est juste pour extrapoler. Mais aujourd'hui, en Afrique subsaharienne en général, au Bénin en particulier, nous sommes confrontés à peut-être ce choc de civilisation entre les anciennes façons de penser et puis maintenant les nouvelles façons de penser l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant n'est plus forcément une source de richesse, n'est plus forcément. Aujourd'hui, l'enfant, souvent, il est perçu comme une source même de dépenses. Oui, c'est une dépense à vie. Bon, d'autres estiment que... C'est Bon, non, ça c'est un avis, ça c'est une non, opinion. c'est une question. Ah, c'est une question. C'est une question. Elle a peut-être pris la forme affirmative, mais c'est une question. Ah, Moi, c'est je une la question. suis bien sur ce Ok, plateau. d'accord. Oui, pour certains acteurs, effectivement, c'est une source à vie de dépenses. Parce que, je dis souvent, parlons de mon propre exemple, de mon propre cas, je ne finirai jamais d'être père. Ma mère n'a jamais fini d'être mère, tant qu'elle n'est pas encore peut-être partie. Donc, il arrive souvent même que je dis, ah ben, maman, je dis, c'est un peu chaud sur moi, est-ce que je peux avoir chez toi? Du coup, je suis toujours peut-être même d'une manière ou d'une autre à sa charge. Hein. Elle est toujours censée s'occuper de moi. Ça, c'est une conception purement africaine. Oui, paix à son âme, ma mère disait toujours, tant que je serai vivante, tu seras mon enfant. Merci. C'est comme ça aussi. Voilà, c'était toujours comme ça. C'est une vision purement africaine et un peu italienne. Les Italiens aussi ont ça en eux. Mais de plus en plus, en tout cas, pour les nouveaux jeunes que nous sommes, mais pour les nouveaux adultes que nous sommes, l'enfant devient une source de dépenses journalières, quotidiennes, et on se pose la question, est-ce qu'il faut en faire beaucoup comme avant? Et puis, vous allez voir que de plus en plus, le discours est que planification limitée, le nombre d'enfants.
Tout simplement parce que la vie devient chère. Et puis, comme je disais tantôt, le mode de production qui était là avant n'est plus ce mode de production actuel. Du coup, la nécessité d'avoir une famille nombreuse, des enfants nombreux, ne s'impose plus à l'être, à l'individu. D'accord, merci pour toutes ces explications. Est-ce à dire alors qu'aujourd'hui, Monsieur Assogba, on n'a plus forcément, on n'aura plus un peuple aussi concentré ou bien aussi exponentiel que ce qu'on avait il y a, je ne sais pas combien d'années, en tout cas un certain temps? Je peux même répondre directement par une question, une affirmation. Je ne suis plus sûr que nous aurons ça encore. Ce n'est plus vraiment véritablement possible à l'heure actuelle, tout simplement parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Oui, nos réalités ont tellement changé, ont tellement connu cette dynamique-là que aujourd'hui, avoir beaucoup d'enfants n'est plus un impératif pour une personne. Pour un individu, ce n'est plus vraiment le plus important, avoir beaucoup d'enfants. Non, tout simplement parce que... Même avoir un déjà... Même avoir un, c'est toute une responsabilité. Et bon, Monsieur André a parlé tout à l'heure du thème responsabilité. Lorsque vous êtes assez conscient, assez responsable, vous dites que non, avoir assez d'enfants, ça ne vaut plus la peine. Tout simplement parce que vous mesurez le poids de la chose. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas forcément dans cette dynamique des choses, vous dites, bon, voilà, on va faire enfant, et puis après, on verra. En ce moment, vous remettez à demain, bon, vous mettez au futur, bon, le sort de ces enfants-là. Mais pour ceux qui sont peut-être de ma trempe, un peu plus planificateurs, un peu plus gestionnaires, ils se disent non, non, l'enfant, ça se prépare, ça se gère au fur et à mesure, et puis bon, on pense peut-être à 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il va faire, à 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'il va faire. Du coup, on n'entreprend plus de faire des enfants en masse comme ça se faisait avant. André, vous disiez que c'est ce que les parents, la valeur que les parents donnent à leur enfant, c'est cela que l'enfant va valoir. Et quand on dit également que l'enfant est une richesse, est-ce à dire aujourd'hui c'est nous qui avons amenuisé la richesse? Et oui, directement, je peux répondre comme ça, parce que la décision vient de nous. Mais que nous est-il arrivé entre-temps? La peur. La peur de quoi? Oui, la peur de se mirer, de se voir à travers son propre enfant. Non, pas d'échouer. C'est-à-dire, on sait tous que l'enfant, c'est le miroir de ses parents. Le reflet, oui. Le reflet de ses parents, et c'est ce qu'ils ont été ou ce qu'ils sont, sans le savoir que l'enfant met dehors, devant tout le monde. Donc, quand tu regardes ton enfant, tu te dis, comme ça, là, deux encore, je ne veux pas. Donc, je vais me répondre comme ça pour ne pas qu'on parle gros français que les gens ne comprennent pas. Je pense que c'est juste cette peur d'assumer sa responsabilité et cette peur de reproduire cet art, pour ne pas dire ces faiblesses, de se voir en train, inconsciemment, d'être en train de détruire le monde, qu'on se retient. J'ai envie de dire c'est une bonne acte, et c'est un bon acte, parce qu'on se dit, 5 André comme ça, je ne pense pas que la communauté la va tenir avec. Ça va être une bombe dedans, inconsciemment. Mais autrement, je vais dire aussi, c'est tous ces changements socio-économiques, politiques même, qui amènent chacun de nous à dire attention. Parce que hier, la réalité était autre. Maurice l'a démontré tout à l'heure. Pour aller en guerre, j'ai besoin de beaucoup de soldats. Donc, les femmes qui produisaient beaucoup, excusez-moi, qui faisaient beaucoup d'enfants, étaient plus protégées dans la communauté. Le lapsus est bien provocateur et révélateur. Votre lapsus est provocateur et révélateur, mais vous pouvez continuer. Donc, elles étaient préservées pour qu'on ait davantage. Parce que plus, vous voyez, plus on a il a dit, qui va oser dire, je vais attaquer la Chine, je vais attaquer l'Inde. Quelle bombe tu veux déposer pour tuer combien de milliards? Ils n'ont pas besoin, entre guillemets, d'âme. Mes frères de l'autre côté l'ont dit, tuez-nous. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous tous. Donc, plus on est nombreux, plus on est riche. Quelque part, certains politiques, certains analystes disent que c'est même la peur de l'Occident par rapport à l'Afrique. Parce que de plus en plus, on a compris qu'il faut devenir beaucoup plus nombreux pour pouvoir exploiter davantage nos richesses. Mais l'autre idée, c'est que, et ça, souvent, c'est dans les communautés plus ou moins, j'ai envie de dire, précaires, pauvres, où on dit, on ne sait pas lequel deviendra quelqu'un demain. Donc, fais autant que tu peux. Tant que tu en as encore la force, pour que, même si un réussissait, tu as fait quelque chose. Et puis également
D'entretenir. Tu ne sais pas, en faisant un, est-ce qu'il va réussir ou pas. Et nous sommes sur un plateau plus ou moins sans tabou, dans la cour commune. On sait, hein, de plus en plus riche, moins d'enfants, De plus en plus pauvres, plus d'enfants. De plus en plus pauvres, plus d'enfants. Mais on regarde que l'éducation de l'enfant n'est pas liée forcément à l'argent. L'éducation de l'enfant n'est pas forcément liée à l'argent. Ça dépend des valeurs que les parents ont. Parce que votre argent peut pourrir la vie de votre enfant. Et on en a eu tellement d'exemples. Parce que plus vous en avez, plus vous êtes exposé à d'autres vices, à d'autres réalités. Mais toujours pour dire, cette décision, pas de s'appauvrir, on ne croit pas s'appauvrir. Parce que le monde est aujourd'hui tellement difficile que le peu que j'ai, je pense que mon enfant, il va mieux s'entretenir, il va mieux vivre, il pourra mieux gérer sa famille, pour ne pas dire sa petite famille, sa petite communauté, il pourra mieux s'entretenir avec. Mais donc, l'idée, c'est de mettre plus à l'aise le peu, notre héritage, ne pas dire notre, en fait, je vais dire notre le peu de moyens qu'on a, on préfère le redistribuer sur peu d'enfants et être sûr de pouvoir en prendre soin. Dire, ils vont se débrouiller et mieux encore, on est au Bénin. Il y a une réalité. Quand certains parents décèdent, je n'ai pas envie de dire meurt, pour ne pas dire quand il est mort. Non, l'autre là appelle la différence. Bon, c'est-à-dire quand ils n'ont rien laissé comme héritage, on dit pourri qu'il est mort. Mais quand ils décèdent, c'est-à-dire ils ont laissé une parcelle de terrain, vous voyez un peu la guerre de succession. Où on ne veut même pas s'asseoir, c'est-à-dire chacun peut avoir un peu. Même si c'est 1000 francs, mais il y a un ou deux individus qui vont se liguer et qui vont dire ça nous appartient de droit. C'est nous qui allons avoir plus ou c'est nous qui allons tout avoir. L'autre, il est trop jeune pour avoir. L'autre, il ne fait pas partie. L'autre, même, on n'est pas sûr qu'il est enfant de papa, il est enfant de maman, etc. Ça commence à devenir comme ça. Donc, la peur de tout ça là, on se dit, s'il est seul, il n'ira pas faire la guerre quelque part. Il n'ira pas faire la guerre à quelqu'un. Donc, inconsciemment, oui, on prend cette décision, mais pas pour détruire. Je pense que c'est toujours dans la logique de mieux construire, de mieux protéger notre enfant, de mieux lui permettre de survivre dans ce monde qui de plus en plus devient difficile, qui de plus en plus devient cher. Donc, la chance que nos parents avaient en faisant beaucoup, c'est également, il y a toujours 2 ou 3 dedans qui arrivent à prendre soin d'eux à leur moment de vieillesse. Quand nous réduisons la marge de nos jours, monsieur Assogba, est-ce que nous n'hypothéquons pas quelque peu notre vieillesse, même si, bon, notre retraite pourra gérer le reste, mais il faudrait que... Prends en charge ta vieillesse. Effectivement, c'est le maître mot de mon intervention, hein, prends en charge ta vieillesse. Vous savez, pour répondre à cette question-là, Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, disait il faut nourrir ton enfant pendant que tu as les dents pour que lui puisse te nourrir pendant que toi tu n'as plus les dents. Bon, il faut relayer un peu ce que vous dites. Ça, c'était avant. Je disais, les modes de production ont changé. Les modes Donc la vieillesse aussi va changer. Les modes de captation de la richesse ont changé. Les dynamiques sociales sont telles qu'aujourd'hui, on vous dit d'économiser, par exemple, à la CNSS, ou bien dans des trucs comme ça, des prévoyances sociales, pour que, à vos vieux jours, vous pouvez bénéficier d'une retraite paisible, bon, en griffe, paisible en griffe. Et paisible pour que vous puissiez venir souscrire. Bon, d'accord, ok, paisible, excusez, paisible, donc allez souscrire, pour ne plus que vous ayez à compter sur un enfant ou sur des enfants. C'est toujours bon peut-être de pouvoir compter sur ces enfants-là. Et comme ces dynamiques sont en cours maintenant, le nombre d'enfants n'est plus la priorité. On se dit, on a réglé le problème de la vieillesse par la prévoyance sociale. Du coup, faire beaucoup d'enfants n'est plus véritablement à l'ordre du jour, puisque ce problème a été plus ou moins réglé, ou est en train d'être réglé. Voilà peut-être pourquoi actuellement et de nos jours, le nombre d'enfants, bon plutôt, un pléthore d'enfants, excusez, un pléthore d'enfants n'est plus souhaitable
et n'est plus souhaité par de plus en plus de parents. Oui, c'est... Grâce à l'enfant. Ça fait partie des mauvais comportements copiés de l'autre côté. Parce que, oui, l'idéal qui est dedans, d'abord, l'idéal, ce qu'on voit de bien dedans, c'est que ne fais pas de ton enfant ton champ, qu'il faut labourer, cultiver, attendre la récolte. C'est pas un investissement et puis dans tes vieux jours, tu attends qu'il te retourne l'appareil en te prenant en charge. Tu deviennes maintenant son enfant à son tour. Si tu deviens son enfant, il ne peut plus avoir d'enfant. Si, il peut en avoir. Il va s'occuper de toi. Oui. S'occuper d'un vieux, c'est cher, hein? C'est beaucoup plus cher que s'occuper de tel que le parent sait qu'occuper de lui, il doit pouvoir le faire en retour. Merci Angèle. Donc on revient à faire de ton enfant un meilleur individu, un meilleur citoyen pour que tu puisses en bénéficier demain. Maintenant, l'idée c'est que faut pas le faire comme une obligation. Je me suis occupé de lui et maintenant je suis vieux, donc il doit s'occuper de moi. D'une manière ou d'une autre, c'est une obligation morale. C'est que logique. Non, morale, c'est-à-dire quoi? Vous avez éduqué un enfant qui est reconnaissant, qui a un certain équilibre psychosocial, qui est généreux, qui sait que la nature est généreuse envers lui, il va retourner plus ou moins, il va être quand même gentil dans la nature. Mais dis que c'est une obligation. Tu gagnes 100 000 francs le mois, je me suis occupé de toi jusque-là, moi je n'ai plus, j'ai tout investi dans toi. Quand tu prends 100 000, pense à venir investir 50 000 chez moi. C'est l'enfant qui l'organise, non? Il y en a des parents où quel que soit l'enfant, ce qu'il donne, même quand il met 60% de l'autre côté, on trouve qu'il ne met pas assez, parce que l'enfant ne vient pas exposer encore ses problèmes. Parce qu'ils estiment qu'ils ont tellement investi qu'il ne fait pas assez. Il y a des parents comme ça. Et c'est ça qu'on ne voudrait pas. Il faudrait juste lire dans ce qu'on est en train de dire, donner à l'enfant les outils pour que demain, il vous soit reconnaissant, qu'il vous donne le minimum. Mais investir dans l'enfant à ce point, ce n'est pas s'oublier soi-même. Il y a des parents qui s'oublient. Ça, c'est une mauvaise décision. Parce que c'est pour l'avenir de l'enfant. Non, on s'oublie pour que l'enfant, justement, demain, ait une valeur assez exponentielle, si vous voulez. Si vous me permettez... Il risque d'oublier ses idées. Il risque d'oublier ses idées. Sinon, je dirais tout simplement, mais Angèle, merci pour ces préoccupations que tu sors, parce que tu vois, certains parents, bien, d'autres qui s'oublient pour dire je fais tout pour l'enfant pour que demain il puisse être reconnaissant. L'enfant aura ses propres problèmes demain. Ça, c'est un. D'autres, ils veulent tellement gagner qu'ils oublient l'enfant. Aujourd'hui, en disant je vais gagner d'abord, j'ai encore la force pour l'instant, je vais travailler, gagner. Donc, on oublie l'éducation de l'enfant et c'est la même chose. En s'oubliant, vous n'êtes pas équilibré pour donner à votre enfant une meilleure éducation. En oubliant l'enfant, vous ne lui donnez pas non plus une bonne éducation. Vous n'êtes pas présent pour que son éducation soit équilibrée. Donc, dans l'un ou l'autre cas, votre récolte va être biaisée parce que vous n'avez pas pris les garde-fous pour entretenir ou pour protéger, pour sécuriser votre champ. Donc, ne soyez pas surpris que la récolte soit mauvaise par rapport à la récolte des autres. Du coup, l'idéal, c'est de s'entretenir. Investir dans votre enfant dans la mesure du possible et apprendre à l'enfant à savoir compter avec les outils que la nature met à sa disposition et à pouvoir se réjouir, à pouvoir exceller, à pouvoir sortir son potentiel, à pouvoir exercer son potentiel dans cet environnement-là. C'est ça le plus important. Déceler en votre enfant son potentiel, investissez dedans. La plupart du temps, il va trouver le temps lui-même de pouvoir dupliquer tout ça et de vous donner le meilleur de vous. Maintenant, s'oublier, dire qu'il attend, excusez-moi, le pire, vous vous oubliez, vous investissez, et puis le jour où il trouve un emploi, 2-3 salaires, voilà quelque chose qui arrive, paf, il décède. Vous allez revenir maintenant pour commencer par travailler encore. On a eu des parents qui ont un seul enfant, ils ont investi, l'enfant bien intelligent, il est allé au bac, avant les résultats, il est décédé. Il a eu la nature fait ces choses-là.
Mais quand vous oubliez, vous dites j'ai investi, votre enfant, voilà, il se marie, il a travaillé, il a un emploi. Au moment où il commence par investir pour dire, il se marie, il a un enfant, et puis paf, une courte maladie, il décède. L'enfant redevient encore, votre petit-fils redevient votre charge. Entre-temps, vous vous êtes totalement oublié, vous n'avez plus de ressources, il n'y a plus rien. Mais quand vous pensez un peu à vous, que vous équilibrez les choses et que vous restez cohérent, pour ne pas dire raisonnable, dans vos dépenses et dans vos projections, dans vos planifications, quel que soit ce qui arrive, vous saurez toujours vous en sortir. Monsieur Asoka. C'est un exercice d'équilibriste. Voilà, pour résumer tout ce que mon confrère dit, c'est un bel exercice d'équilibriste où il faut juste trouver le juste milieu entre investir sur soi-même, investir sur son enfant et investir sur ses parents. Il faut juste trouver le juste milieu et puis on va s'en sortir. En fait, aucun parent n'est pessimiste quant à l'avenir de son enfant. Hein. Nous tous, nous disons, mais tous les parents se disent que, ah non, si j'investis en lui, forcément, il va réussir. Aucun enfant, aucun parent ne voit l'autre penchant. Je vais investir, ça va échouer, non? Jamais. Ou je vais investir et puis, bon, peut-être quelque chose va advenir de bien. Non, non, aucun parent. Et du coup, voilà pourquoi je dis c'est un exercice d'équilibriste. Il n'y a pas de recette parfaite, ni de recette miracle. Le tout, c'est de savoir comment juger, mais comment essayer. Essayons, et puis, par exemple, vous verrez souvent des parents qui ont plusieurs enfants. Ils vont dire que, bon, j'ai plusieurs enfants, je n'ai pas la force de supporter tous ces enfants-là. Je choisis un enfant dedans, et puis je le pousse le plus loin possible, et puis, bon, comme lui va réussir, il va tirer les autres. Bon, finalement, il arrive que l'enfant-là ne réussit pas comme l'autre aurait espéré, comme le parent aurait espéré, et puis, bon, tout le monde se retrouve demain, et puis on se regarde. Où il a réussi, mais les autres sont tellement frustrés qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Non, voilà. Parce qu'ils l'ont écarté totalement de la Totalement, effectivement. Ce sont des cas qui arrivent et par millions. Et par millions de personnes, ce sont ou des encore cas. c'est lui qui a échoué. Mais et certains qu'ils ont négligé ont réussi. Ouais. Et puis bon, et voilà, maintenant ils disent, bon, gérez votre affaire là. Gérez votre affaire. Quand en choisissant aussi, les parents ne pourront pas dire aux enfants choisir que c'est eux qu'on a choisi. Non, tout le monde sait. Le revers de la médaille. En fait, mine de rien, ça se voit. Hein. Se dire soupçonner n'est pas la même chose que avoir la confirmation. Je suis d'accord avec vous, madame. Angèle, merci de défendre ses parents, mais chers parents, je ne les défends pas. Arrêtez, tous les enfants valent. Ils se valent. Oui. Il faut donner l'éducation aux enfants de façon équilibrée. C'est pas parce que l'un il excelle un peu en lecture qu'il est le meilleur enfant, le meilleur qui apprend tout. C'est pas parce qu'il est premier de la classe que celui qui est dernier ne vaut rien. Non, tous les enfants se valent. Il faut éduquer les enfants, considérer les enfants de la même manière. Quand vous préférez un, quelle que soit la manière dont vous l'exprimez, tous les enfants le savent. Ils savent que voici le chouchou. Je veux même un peu aller plus loin. Vous savez, je me dis qu'on préfère toujours un. Il y a toujours un qui est un peu plus chouchou. Au fait, qui peut-être... On se retrouve plus dedans. Plus dedans. Cependant, c'est la manifestation de cette préférence-là qui pose problème. Quand je dis la manifestation de cette préférence, je fais allusion à quoi? Le fait d'avoir peut-être ce petit plus particulier en cet enfant-là qui nous rapproche plus de lui, qui fait qu'on va délaisser, inconsciemment ou consciemment, on va délaisser plus ou moins les autres. C'est cette manifestation-là qui est mauvaise. Sinon, se retrouver plus dans un enfant, c'est humain. Nous ne sommes pas des robots, des machines. Hein. Nous sommes aussi des hommes un peu avec une certaine sensibilité. C'est humain. Mais on prend garde souvent à ne pas laisser ce sentiment-là prédominer sur l'affection que nous avons pour tous les enfants et l'investissement que nous faisons sur tous ces enfants-là. Donc, j'ai juste voulu rajouter ce petit détail-là pour que chaque parent sache que lorsqu'on a plusieurs enfants, tous les enfants, comme mon confrère le disait, tous ces enfants-là valent beaucoup. Et il faut investir autant en tous ces enfants-là. D'accord.
Pour ceux-là, si tu permets un exemple pour corroborer un peu ce qu'il disait. Le temps pour moi de dire à ceux-là qui nous viennent de rejoindre que nous sommes en train de parler de la valeur de l'enfance ou l'autre plus précisément. Oui, André, allez-y. En fait, j'ai un cas exactement dans ça. Le monsieur il a 4 enfants et 2 filles aînées, 2 garçons qui sont en bas. L'aîné est beaucoup plus frustré parce que toutes les demandes qu'elle adresse à papa, c'est comme si il ne veut pas réagir. La seconde, quelle que soit la demande qu'elle adresse, il donne toujours suite. Toujours suite. Si bien que le troisième, lui, s'approche même pas de lui. L'aîné a fini par choisir, se débrouiller seul. Du coup, tout le monde sait que c'est la seconde qui est le chouchou de papa. Et c'est avec lui, c'est avec elle qu'il est tout le temps clic, ils font tout. Donc, ayant pris le père, ayant discuté, c'est là maintenant il donne la réponse que souvent tous les parents, on a. Une petite préférence. Pas, ce qu'il dit est tellement justifié, mais les enfants ne peuvent jamais savoir ça. La seconde, elle prévoit ses dépenses. Et quand la dépense arrive, un mois à l'avance, si elle en a la possibilité, elle vient t'avertir. Et elle te le rappelle régulièrement, comme si elle a mis un truc de rappel. Elle te le rappelle régulièrement. Et le père qui dit, non seulement elle fait ça, mais quand elle le fait comme ça, quelles que soient les préoccupations, tu trouves toujours ce dont elle a besoin. C'est-à-dire, la nature t'apporte toujours, si elle a besoin de 15 000, dans un mois, tu trouveras les 15 000 avant le délai. Elle te donne l'opportunité de prévoir, en fait. Mais que la seconde, la première, par exemple, elle viendra te dire, papa, dans 2 jours, j'ai besoin de 20 000 francs. Elle connaît sa poche. Elle sait qu'il ne peut pas, même s'il avait, ça aurait été pour autre chose. Donc, et il ne trouve pas, elle ne l'amène pas, en fait, à voir la priorité de sa dépense ou de son besoin. Le troisième qui ne fait jamais de demandes. Bon, lui n'est pas un riche. Comment il va venir dire, tiens, va faire ce que tu veux avec. S'il en a besoin, il viendra vers. Mais tous, chacun se plaint dans son coin et tout le monde, on veut que, on dit, c'est quand l'autre demande qu'il papa échappe. Donc, on lui a demandé tout simplement, papa, tu vois, toi tu as cette vision, appelle tes enfants. Et dis-le-leur. Parle avec eux. Fais-le asseoir. C'est pas que je préfère si par rapport à ça. Vous tous, vous êtes mes enfants. Mais si tu peux faire comme, je vais voir, parce que je prévois. Et elle me donne le temps de prévoir, de répondre favorablement. Donnez-moi l'occasion de répondre favorablement. Et d'ailleurs, quand il a commencé, quand l'aîné a commencé par copier un peu, il a commencé par réagir aussi. Donc, chers parents, la balle, excusez-moi, André, c'est défenseur des enfants. La balle est toujours dans votre camp. Bon, on a dit sur ce plateau que la valeur de l'enfant, on va dire, inestimable. Parce qu'il a déjà ça nous permet de tester, si je peux dire, notre capacité reproductive. Et ça nous permet également d'exister en communauté. Puisque justement cette communauté nous attend à avoir des enfants. Ça permet à une certaine époque aux parents de conquérir des terres et également fructifier leurs terres aussi. Ça, c'est pour ceux-là qui en veulent. Maintenant, est-ce à dire que ceux qui n'en veulent pas ne comprennent pas cette valeur de l'enfant? André, il est le défenseur des enfants. Et ceux qui n'en veulent pas du tout. Tu m'as pris au mot. Oui, je vous prends au mot. Est-ce à dire que ceux qui n'en veulent pas, ou bien qui n'en font pas une priorité, ne comprennent pas cette valeur de l'enfant? Est-ce à dire également qu'ils n'existent pas en société simplement? Parce que le regard sur eux là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, vous voyez, c'est pas le fait d'en avoir qui fait de toi, comment dire, connaisseur des valeurs de l'enfant. Non, c'est pas ça. Si on dit que ça permet d'exister en communauté? Non, pas que ça. Oui, entre autres, évidemment. Pas que ça. Mais, en fait, peut-être qu'on a mal exprimé. C'est ton rapport avec. Parce qu'il y a des parents, qui ont enfants, mais qui ne sont pas du tout considérés parce que tout simplement du fait de la négligence, de la démission du rôle de parents, on les traite comme moins que rien parce que l'enfant même ne reconnaît même pas la valeur parentale de ce monsieur-là ou de cette dame-là. Donc, c'est en fait le fait d'assumer le rôle parental qui te donne cette légitimité dans la communauté. Donc, que tu aies
biologiquement, parce que ici c'est de ça qu'il s'agit, que tu es génétiquement, biologiquement donné naissance à un enfant ou pas, mais quand tu es éducateur, Oui. tu as autant de valeurs, pour ne pas dire encore plus. Suivez mon regard sur les enseignants. Quand tu es instituteur, surtout, quand tu es professeur, le respect s'impose tout de suite. Allons sur les religieux. Quand tu es pasteur, tu es prêtre, on sait que tu n'as pas d'enfant, mais tout le monde t'appelle père. Quand tu es sœur, ma sœur, tout le monde t'appelle ma mère ou ma sœur, parce que on voit le rôle éducateur. Ceux-là qui portent une certaine, avec fierté, une certaine valeur sociale, communautaire même. Donc, c'est le fait d'assumer ce rôle d'éducation qui fait de toi, c'est pas qu'il faut forcément donner naissance à un enfant qui fait que tu vas connaître la valeur de l'enfant. Non, ça, je pense qu'on le sait. Oui, monsieur Assoba. Sur cette question, il y a tellement à dire que il faut être conscient d'une chose, de ce que l'on veut dans la vie. Est-ce que, avant, en fait, les mots même pour pouvoir formuler sont un peu compliqués. Je dis par exemple, je prends un exemple, Angela Merkel. Est-ce qu'elle n'est pas consciente de la valeur d'un enfant? Elle qui a été chancelière d'Allemagne, dirigeante de la Grande Allemagne, elle était consciente de la valeur d'un enfant. Elle sait ce que c'est qu'un enfant. Elle connaît tout le potentiel, ou toutes les potentialités qu'on peut retrouver à travers un enfant. Pourtant, elle-même n'en a pas. Mais est-ce pour autant qu'elle n'a pas bien pris soin des enfants allemands? Je pense que la réponse est non. Elle a bien pris soin des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Elle a même tellement Il y a l'autre jeune homme là, Macron. Oui, par exemple, Macron aussi qui n'en a pas, mais qui prend quand même soin de l'éducation de son pays, qui assume quand même beaucoup de choses par rapport à son pays. Du coup, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on ne connaît pas la valeur de l'enfant. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'est pas une personne. On n'est pas une personne désirable pour sa communauté. Non. Souvent, l'humain qui n'a pas d'enfant est beaucoup plus conscient de ce que l'enfant représente. Et parce qu'il ne se sent pas encore prêt, parce qu'il se dit que je n'ai pas encore toutes les conditions nécessaires pour qu'un enfant puisse s'épanouir avec moi, alors je préfère... Pour son orientation. Pour son orientation. Alors je préfère ne pas en avoir. Justement pour ne pas créer de la frustration au sein de l'enfant, pour ne pas créer quelque chose que l'enfant ne pourra pas véritablement s'épanouir. Donc, il préfère dire non, pour l'instant, je ne veux pas. Tout simplement parce que je n'ai pas les moyens, les ressources nécessaires. Et souvent, c'est même pas seulement que financier, hein. C'est souvent même le temps. Est-ce que j'aurai le temps même de m'occuper d'un enfant actuellement? Je ne pense pas. Bon, parce que je sais qu'un enfant a besoin de beaucoup de temps. Alors, je préfère ne pas en faire pour l'instant. Souvent, on remet ça, on dit, bon, peut-être plus tard, je vais en faire. Et en remettant demain jusqu'à l'âge passe. Bon, en réalité, il n'y a pas d'âge qui passe pour qu'on ait un enfant. Bon, peut-être pour les femmes, il y a un âge, mais pour les hommes, il n'y a pas vraiment d'âge. Bon, peut-être. Aujourd'hui, ça, il faut aller, oui, voilà. Il faut aller congeler ces ovules, il faut un max. Il faut un max, effectivement. Donc, ceux qui désirent ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas que ce sont des personnes méprisant des enfants. Non, c'est peut-être souvent, ce sont des personnes hautement humanistes qui disent non, je ne possède pas encore les ressources nécessaires pour pouvoir assurer l'épanouissement d'un enfant. Du coup, je préfère ne pas en faire, peut-être pour le moment ou même peut-être pour toujours. D'accord. La décision d'avoir ou pas d'enfant peut avoir plusieurs origines et plusieurs facteurs, peut être déterminé par plusieurs facteurs. Si vous aviez... J'ai dû poser cette question afin qu'on brise tout de suite le tabou, ou en tout cas toute confusion autour. Puisqu'on a parlé de la valeur, il ne faudrait pas dire que ceux qui n'en ont pas n'en connaissent pas forcément. C'est d'autant plus une belle question qu'on se dit, je l'avais dit dans mes propos liminaires, que l'enfant, c'est souvent le reflet de la société, que c'est grâce à l'enfant que la société se perpétue, que perdu même dans le temps et dans l'espace. Effectivement, grâce à cet enfant-là. Du coup, souvent, les sociétés assez conformistes ont un regard
accusateur, un regard un peu truc là. Il faut que vous fassiez des enfants. Oui, parce qu'on estime que celui qui n'en fait pas vécu inutilement, il n'a rien laissé derrière. Justement. Or, il peut laisser souvent un grand héritage que celui-même qui a eu des enfants. Il laisse souvent un grand héritage même que celui-même qui a eu des enfants. Mais je préfère la personne qui dit « je ne peux pas m'occuper d'un enfant, du coup je ne fais pas d'enfant » que celui qui dit « ben, on va voir demain, on va voir après ». Non, parce que celui-là, il remet en cause même l'existence même de cet enfant-là, l'épanouissement même de cet enfant-là, mais de ses enfants qu'il peut-être pourra avoir. Tout simplement parce qu'il ne veut pas assumer ce rôle en remettant ça demain. Mais Maurice, il y a de plus en plus... Moi, la question, ce qui me paraît plus problématique, c'est ces personnes qui se mettent en couple et qui disent, pas le couple, hein, un membre qui arrive à convaincre l'autre ou ils disent, on ne va pas avoir. Parce que sous nos cieux, je ne veux pas parler de l'Occident. C'est possible là-bas. Oui, la thématique est sous nos cieux. Ici, surtout au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, ou au Sénégal, Ghana, tout ce qu'on veut, quand vous vous mettez en couple, vous devez avoir des enfants. On met sous nos cieux depuis lors, quand vous dites, on rentre en couple, on se marie, vous devez avoir des enfants. C'est ce que la communauté attend de vous. Vous devrez avoir des enfants. Maintenant, on ne prend pas le temps de préparer nos parents. Nous, notre couple, on ne veut pas avoir d'enfants. Mon mari ne veut pas avoir d'enfants. On s'est entendu avant qu'on ne se mette en couple, mais on va se marier. Ma femme ne veut pas avoir d'enfants. Parce que j'ai dit tantôt, les raisons qui poussent une personne à prendre ou à refuser la décision d'avoir un enfant sont nombreuses. Et quand l'époux ou le conjoint ou la conjointe est convaincu que pour le bien-être, l'équilibre psychologique ou psycho-émotionnel de son conjoint, de sa conjointe, il accompagne sa décision et que ça ne met pas en péril son existence, les deux se comprennent, la communauté forcément ou la famille ne comprend pas. Et tant que vous ne communiquez pas bien autour pour que ne serait-ce que vos parents proches comprennent, ils vont vous harceler jusqu'à détruire votre couple. Ailleurs, c'est plus facile à comprendre parce qu'on se dit de quoi te mêles-tu. C'est ma vie de couple. Mais ici, sous nos cieux, ça va être difficile de dire à sa famille, à sa communauté, de quoi te mêles-tu. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Quand vous ne voulez pas avoir, prenez la décision assumée. Mieux, quand vous allez en couple, alors que vous ne voulez pas avoir, il faut prendre la décision de communiquer autour avec les personnes censées accompagner cela pour avoir un minimum de paix. Mais si vous voulez rester dans, vous enfermer pour dire, bon, nous sommes les Akawé, nous sommes les Claques, nous sommes les, je ne sais pas, autre mot qu'on dit là, c'est vous les nouveaux blancs, les nouveaux intellectuels, la communauté va détruire votre union, votre relation, votre couple. Par les propos, parce qu'ils vont finir par atteindre un. Ah oui, forcément. Ils vont finir par atteindre un. Si c'est pas surtout le mari. Surtout celui qui en voulait. Surtout celui qui ne portait pas la décision. Le pire, c'est que celui qui accompagne se voit trahi dans cette décision parce que l'autre voit que, bon, finalement, j'ai changé de décision. Absolument. Et si tu ne veux pas, il est prêt à aller chercher une qui pourra, ben, voilà. Donc, il faut vraiment communiquer autour. Faisons attention, c'est notre décision, c'est notre droit de dire, je vais avoir ou je ne veux pas avoir, parce que je connais la valeur. Pour quelqu'un qui a longtemps servi dans des pays en guerre, des pays en proie au conflit, où on a utilisé des enfants comme des enfants soldats, des enfants mutilés, des enfants violés, tout ça et tout ça, ça va être difficile pour lui de dire, je reviens au Bénin tranquille, je me marie et puis je fais des enfants. Qui est resté 10, 15 ans sous ça, qui a fait ce travail humanitaire là longtemps, ça va être difficile si on ne fait pas un débriefing approfondi, un bon accompagnement, un bon traitement. Si on ne fait pas, ça va être difficile quand il va rentrer en couple de dire ok, je tombe enceinte, je fais. Parce qu'il ne va voir que la souffrance de l'enfant. Et qui voudra, Maurice l'a dit tout à l'heure, aucun parent ne veut que son enfant souffre. Donc autant il ne vient pas. Donc il faut faire un travail avec les raisons qui poussent son nombreuses. Si toi-même tu as connu une enfance très difficile, où ça a été très difficile de t'en sortir, ça va être difficile pour toi de dire je vais en faire.
Mais voilà une jeune fille qui, ok, a le boulot, a une bonne situation économique et sociale, mais qui a déjà fait 2, 3, 4 fausses couches, que les parents plus ou moins ne savent pas encore parce qu'elle n'est pas encore en couple. Mais avec ces prétendants, il y a eu des grossesses qui ne sont pas restées, qui traînent cette difficulté. Les parents ne savent pas, mais on va la harceler. Et puis là, tu ne fais pas d'enfant, tu ne te mets pas en couple, tu ne fais pas. Mais celle-là, elle souffre un autre matière. Et si on ne comprend pas, on pense que la personne prend une décision, bon, ou ne veut pas accompagner. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder sur cette question très délicate, très profonde pour l'individu, parce que la valeur de l'enfant dépend de celui qui porte l'enfant. Merci beaucoup à chacun de vous pour vos efforts. Valeur de l'enfant sur notre pic, et je pense que c'est une question qui mérite beaucoup de réponses, puisque on fait des enfants forcément sans nous poser cette question. On fait des enfants parce qu'on doit en faire, mais que vaut l'enfant pour chacun de nous? Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de se poser la question, et quand on aura la réponse, je suis certaine qu'on sera encore plus je vais dire, disponible à accompagner ces enfants dans leur processus de maturité. Allez, je vais vous donner quelques minutes pour que vous concluiez, Maurice. Oui, c'est d'abord un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau, de redécouvrir encore Madame Angèle. Non, enfin, vous avez oublié mon nom, mon prénom. Oui, ça fait tellement longtemps. C'est vrai que ça fait un bail. Donc, par rapport à mon mot de fin sur cette thématique, je ne serai pas vraiment très long. Je dirais juste qu'avoir un enfant, c'est toute une responsabilité. Et tant qu'on n'est pas encore prêt pour assumer cette responsabilité, autant envisager de ne pas en avoir. C'est clair. Waouh! Ça fait aussi plaisir d'être de nouveau sur le plateau. André, on est presque tout le temps ensemble. Mais le plaisir est renouvelé. Vraiment, je me permets encore de dire merci d'abord à toute l'équipe de production, au directeur, pour ces thèmes de société qui vraiment édifient. Je dis toujours, sur chaque thème, on pourrait passer toute une journée qu'on n'aurait pas fini. Et surtout, quand c'est un enfant, on ne sait même pas par où dire, comment dire, pour qu'on puisse comprendre. Mais je pense que le peu qu'on a dit, chacun va essayer de tirer le meilleur dedans pour voir ceux qui en ont déjà. Chaque enfant vaut quoi pour toi? Qu'est-ce que cela représente pour toi-même? Je ne dis pas pour le couple encore, pour toi maman, pour toi papa. Que vaut ton enfant pour toi? Et toi-même, qu'est-ce que tu vaux pour tes parents? Commençons par là. Qu'est-ce que tu vaux pour tes parents? Qu'ils soient vivants. Je vais poser la question également. Qu'ils soient vivants ou morts. Qu'ils soient vivants ou morts. Qu'est-ce que tu vaux pour tes parents? Que représentes-tu pour ta famille? Commençons nous par nous poser cette question-là. Et puis, ensemble, on s'assoit et on est vrai avec soi. On voit nos enfants, que ce soit biologique ou adopté d'une manière ou d'une autre, mais qu'on regarde ces enfants-là et qu'on voit ce qu'on peut réellement leur apporter pour faire de meilleurs citoyens demain. Merci. Merci beaucoup André Alekrono, psychologue clinicien. Merci Maurice Okriasogba, sociologue des sociétés et des cultures. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous sommes certains qu'au thème de ces échanges, vous avez gardé l'essentiel, ou encore que cette thématique vous amène à faire certaines réflexions justement sur les enfants. Nous sommes heureux d'être restés en votre compagnie. On va se retrouver demain si Dieu le veut, avec le même plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes numériques. Allez, je vais vous donner rendez-vous pour d'autres émissions et d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien et télé avec vous, pour vous.